Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévision. Quel plaisir une nouvelle fois de vous accueillir pour ce Zoom spécial Ramadan. Vous le savez, Air Télévision qui se mobilise avec une programmation spécifique bien particulière pour mettre à l'honneur ce mois sacré, le 9e mois du calendrier musulman. C'est le 4e pilier de l'islam. Il y en a 5, on peut les rappeler, la shahada qui est la profession de foi. Il y a la salat, la prière, il y en a 5, la zakat, on en a longuement parlé, l'aumône annuelle et bien évidemment le hajj qui est le pèlerinage au lieu saint de la Mecque, un ramadan qui vise à atteindre la piété. On va encore en parler ce soir en se détachant. Ce sont aussi les valeurs du ramadan, des plaisirs terrestres. Avec nos invités, j'aurai le plaisir de vous les présenter dans quelques instants. La thématique ce soir, surconsommation. Ça doit vous parler gaspillage, hausse des dépenses, consommation effrénée, car malgré les valeurs éthiques et spirituelles de ce mois de jeûne de Ramadan, ces comportements en parfaite contradiction avec la philosophie islamique du Ramadan, elles existent réellement. Mais tout de même, on en parlera ce soir. Il y a une tendance positive qui est présente, qui arrive depuis plusieurs années. Manger mieux, manger bio, moins consommer. On en parle avec nos invités, notamment les consciences des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles. Eh bien, en parlant de gaspillage, évitons de gaspiller. Nous avons souhaité, encore une fois, cette année, de vous rediffuser ce spot anti-gaspillage réalisé lors de l'édition précédente. 1 milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. 1/3 des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas 3 fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est Shahrut Taqwa, c'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azza wa Jalla dit « Wala tusrifu » Mangez et buvez sans gaspiller. Faisons de ce Ramadan 2017 un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste, une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble. 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 Pour le Ramadan, sans gaspillage. Si vous venez de nous rejoindre, bonne soirée à toutes et à tous. Bienvenue sur Air Télévision. On vous souhaite un bon appétit en famille. On a une pensée tous les soirs pour les personnes qui sont malades et les personnes qui sont seules. Nous allons encore une fois mettre à l'honneur le Ramadan ce soir. Un Ramadan qui ne signifie pas s'abstenir de boire et manger du lever au coucher du soleil, mais qui est synonyme de prière, de dévotion, de charité, de bonté, de bonnes œuvres et de tolérance. On en parle ce soir car c'est souvent en contradiction. Je vous le disais en ouverture d'émission, surconsommation, gaspillage, haute consommation, hausse des dépenses avec cette tendance nouvelle qui arrive, notamment le bio et le manger mieux. On va en parler ce soir avec nos invités. Il paraît que les consciences, les consommateurs sont de plus en plus sensibles et attirés par ce genre de consommation. Le plaisir donc d'avoir sur ce plateau mes invités, le docteur Ouda El-Banani. Bonsoir docteur, bienvenue à vous. Docteur en biologie à Cachan, vous êtes diététicienne, nutritionniste et on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux et lors des conférences, des séminaires tout au long de l'année. Adil Madani, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Merci d'être présent. Vous êtes fondateur de Aya Bio. On en parle dans quelques instants et on va revenir notamment sur ce travail assez particulier. Vous allez nous en parler puisque vous, c'est le 3 en 1. Vous allez nous dire 2 mots dans quelques instants. Wiem Maghrebi. Bonsoir Wiem, ça va? Bonsoir, salam alaikum. Alhamdoulilah, très bien. Bienvenue Wiem. Alors Wiem, ce soir, oui, nous allons donc... c'est « je suis donc je mange », c'est ça? C'est « je suis donc je mange ». Effectivement, on connaît l'expression « je mange donc je suis ». Moi, je vais prendre le contre-pied et essayer d'expliquer un petit peu l'inverse.
Voilà le programme avec Wiem. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est certainement, toutes les thématiques sont importantes, mais c'est certainement l'un des moments forts de ce Ramadan. Nous allons mettre à l'honneur nos anciens, nos grands-parents, nos parents, les personnes âgées. Comment les protéger? Quels conseils il faut leur donner? Comment les accompagner pendant ce mois de jeûne? On le sait, les personnes âgées, souvent, elles tiennent réellement à ce pilier, à ce mois de jeûne de Ramadan, mais parfois, ce n'est pas évident. J'aurai le plaisir d'avoir sur le plateau le docteur, médecin gériatre, le docteur Hakim Hamouchi, qui nous rejoindra dans quelques minutes pour parler des anciens. Nous allons donc ouvrir cette soirée par ce micro-trottoir. Chahira Aïd Belkacem et Cécilia Ranson sont allés à la rencontre des Français. Je vous laisse regarder. Il y a quelque chose qui va au-delà de la nourriture quand même. C'est une atmosphère, c'est quelque chose qu'on vit en famille qu'on ne trouve pas ailleurs. Ah, moi, c'est sacré. Pendant l'iftar, c'est la shorba. La shorba, la shorba, la shorba. D'abord, le café, évidemment, et puis un plat. Ça dépend. Des fois, j'ai envie d'un quick, ben, je prends un quick halal, des fois, ça dépend. Mais la shorba, c'est sacré, surtout les premiers jours. Normalement, c'est la soupe, comme on dit, c'est la shorba, c'est en début. Et puis, un deuxième plat, et bon, avec bien entendu salade, et puis dessert, voilà. Et bien, sans oublier le café. Voilà, un petit café, voilà. La shorba, les bourrecs, les sucreries avec du thé. On mange un peu plus de viande parce qu'on jeûne dans la journée, mais on mange des salades, mais ça ne veut pas dire qu'on mange plus. Hein. Il est même souvent qu'on mange moins, et on n'a pas plus faim. Et on commence toujours par un plat chaud. Et ce plat chaud, c'est une soupe. Bien sûr, après, il y a une entrée principale et un dessert. Mais malheureusement, nous avons tendance à varier notre alimentation au mois de Ramadan. Au mois de Ramadan, notre table, elle est garnie, chose que normalement nous ne devrons pas faire. Mais malheureusement, au mois de Ramadan, la table est garnie de toutes sortes de plats. Une table très garnie avec toutes sortes de plats. Première question, Adil, est-ce que vous gaspillez? Le but, c'est déjà de dire à nos clients... Alors, je parle de vous, hein, c'est la question que je pose à tous les invités. Est-ce que vous gaspillez personnellement? On fait attention, mais malheureusement, je pense qu'il y a toujours du gaspillage. On ne fait jamais assez attention, je pense, pour ma personne. Fondateur de ce label, maintenant qui est de plus en plus présent. Revenons rapidement, on va longuement parler bien évidemment de votre activité tout à l'heure. Ce qui m'a vraiment attiré, c'est ce 3 en 1. Pour bien expliquer aux gens qui nous regardent, on a commencé par faire un abattoir. D'accord, on aurait pu commencer par faire une grande boucherie sur Paris pour que ça fasse très joli et puis attirer beaucoup de clients, mais on a voulu vraiment maîtriser. Donc la chose qui manque aux auto-entrepreneurs maintenant, c'est de pouvoir gérer toute la boucle. Donc on a plus ou moins eu cet abattoir, on avait une ferme aussi, on a fait l'acquisition en très peu de temps après. Et une fois que c'était bouclé, on a commencé à faire la boucherie. Alors avant de faire la boucherie, on vendait aux professionnels. Et maintenant, on a pu vendre directement aux particuliers et pouvoir aussi baisser les tarifs du bio qui étaient un peu conséquents sur le marché. Alors, on l'a compris, vous faites du bio, vous avez la ferme, l'abattoir et la vente aux particuliers sur le net et physiquement à la boucherie. On y reviendra tout à l'heure. Docteur Ouda El-Banani, on l'a vu à la star, hein, notamment encore une fois de ce mois de Ramadan, c'est beaucoup la shorba. D'autres Français nous disent on ne devrait pas, mais on a des tables bien garnies, une surconsommation. Comment aujourd'hui on peut expliquer cette surconsommation selon vous sur ce mois de Ramadan ? Alors en effet, le mois de Ramadan est synonyme vraiment d'une surconsommation alimentaire. Ceci est lié au fait que les personnes, pendant la journée de jeûne, bien évidemment ont faim, ont soif, ils ont des envies alimentaires,
parce que c'est le fait de se priver. Donc, ils vont compenser ce comportement le soir avec des tables bien garnies parce qu'ils ils commencent à avoir des envies et tout passe par la tête. Alors, ce comportement, malheureusement, se présente quand on n'a pas préparé son jeûne. Parce que les personnes qui préparent le jeûne et qui sont conscients du fait que jeûner, c'est bénéfique pour le corps et justement qu'il faut moins manger, donc ils ne tombent pas dans ce comportement. Au fait, donc il faut moins manger pendant ce mois de Ramadan, contrairement à ce qu'on voit. Donc la consommation des ménages, des ménages augmente de 30%. Le budget, je veux dire, alloué à l'alimentation augmente de 30% ce mois-ci. C'est peut-être éviter de faire ses courses avant, notamment le le docteur a raison sur le fait que durant le mois de Ramadan, les gens ont faim, donc forcément ils ont des pulsions, ils ont des désirs qu'ils vont chercher à différer après la rupture du jeûne, donc ils ont en tête tout ce qu'ils ont envie de manger. Moi, un conseil que je donnerais à nos téléspectatrices et aussi nos téléspectateurs, c'est peut-être essayer de dresser des listes en fait de ce qu'ils ont dans le frigo, de ce qu'ils ont dans leur placard, mais également de leurs envies pour se faire un programme. Parce que les ménagères, quand elles cuisinent, elles n'ont pas forcément une image mentale, une idée réellement de ce qu'il va y avoir sur la table. Donc essayez au début de chaque journée, le matin, vraiment de se faire un plan précis de ce qui sera sur la table. C'est peut-être le meilleur moyen de contrôler et de moins gaspiller. Adil, vous qui avez régulièrement face à vous les clients, comment consomment-ils? Et première question, et puis vous pouvez aussi peut-être réagir là-dessus. Il y a aussi cette notion de fête. Voilà, il y a la faim, mais il y a aussi cette notion de fête, de rassemblement. On a la famille qui arrive, il faut que ça soit beau. C'est ça, tout à fait. Alors, pour les boucheries ou pour les magasins, ils ont des hausses au moment des fêtes. Le Ramadan, c'est pareil. C'est aussi un moment qui unit les familles. Donc, il faut savoir que quand les familles sont unies, tout le monde ramène quelque chose à la maison. Donc, on essaye tous de ramener ce qu'il y a de mieux. Il y en a qui vont chercher de la très bonne viande, d'autres un beau gâteau, voilà, pour profiter. Généralement, ça dure 10 jours pendant le Ramadan. Et après, les gens reprennent leurs habitudes alimentaires avec le travail qui reprend. Mais pendant les 10 premiers jours, en général, c'est là où ça fonctionne un peu plus pour tout ce qui est boulot dans la viande et je pense aussi dans les commerces. Voilà. Surconsommation, c'est aussi la société, une société, la folie des grandeurs, qui joue le jeu, enfin même qui en fait son gagne-pain principal pendant quasiment 2 mois, puisqu'on voit les rayons qui sont achalandés 15 jours avant le Ramadan, mais aussi 15 jours après ce mois de Ramadan. Donc il y a aussi une responsabilité de cette société. On est exposé constamment à la tentation. Oui, il suffit d'aller dans des magasins. Le Ramadan, maintenant, il est devenu un vrai marché pour les enseignes. Donc on le voit, donc il s'approvisionne d'aliments qui sont consommés spécialement pendant le Ramadan. Donc c'est une grande opération marketing aussi. Il faut bien le signaler. Donc c'est Et parfois, souvent, alors moi qui suis très proche des bons aliments, du bio, etc., souvent, malheureusement, pas pour tous les commerçants, mais souvent les produits ne sont pas non plus de qualité. Ils sont vendus en grande quantité, à des tarifs défiant toute concurrence. Et là, il y a, notamment au niveau des viandes, ça arrive souvent. Alors, en fait, le bio, il se sépare en 3 catégories. Vous avez le bio, entre guillemets, qui vient de n'importe où, d'accord, qui peut venir des pays qui ne sont même pas européens. Notamment, ce qui fonctionne beaucoup, c'est tout ce qui est Roumanie, Pologne, voilà. Donc ça, c'est des arrivées pour moi qui sont non contrôlées, d'accord. Donc ensuite, on a un bio français, d'accord. Et nous, celui qu'on utilise, c'est un bio français éthique. D'accord ? On va directement à la source chez les éleveurs ou chez les cultivateurs pour s'approvisionner. Donc il y a 2 choses qui fonctionnent dans le bio. Il n'y a pas simplement qu'on s'alimente sans pesticides, c'est qu'on fait marcher une économie locale qui est importante et on va faire travailler les gens qui en ont réellement besoin, qui ne prennent pas de vacances et qui méritent vraiment qu'on achète chez eux.
On y reviendra sur le bio. Ces consommateurs de confession musulmane, est-ce que ce comportement, selon vous, pour certains, encore une fois, pas toutes, hein, parce que je sais que vous ne gaspillez pas, docteur Wiham, vous êtes très... Wiham, je ne vous ai pas présenté, vous êtes psychologue et vous êtes consultante chez nous, notamment autour des questions autour de l'islam. Ces consommateurs, alors, est-ce qu'ils se comportent de la sorte tout au long de l'année ou c'est ce mois un peu d'engouement un peu particulier, selon vous? Ce sont des consommateurs comme tout le monde, j'ai envie de dire. Non, ce comportement, on le voit plus pendant ce mois de Ramadan. En fait, le mois de Ramadan, il est associé à un changement dans le mode alimentaire, dans le mode de vie en général, parce que même les rythmes du sommeil, les rythmes des prises alimentaires changent. Et vu que la personne, elle s'abstient pendant, et en l'occurrence, nous, on est en été, donc c'est des longues journées de jeûne, 18 heures de jeûne. Donc du coup, ça fait une pression, on va dire, et ça avive le fait de vouloir vraiment s'approvisionner, de manger, de partager. Donc c'est un mois de partage. Et vu que bon nombre de familles font la rupture du jeûne ensemble, donc on prépare des grosses, de gros plats et la table elle est garnie avec plusieurs petits plats et notamment garnis en sucré. D'ailleurs, vous le disiez très bien, on jeûne très longtemps, on dort moins et il me semble que le fait de manquer de sommeil, c'est aussi quelque chose qui ouvre l'appétit. Je ne sais pas, vous pourrez répondre mieux que moi. Le fait de dormir moins, de veiller, ça incite à la consommation. Et ça incite aussi donc, au grignotage. Surtout. Il y a une étude qui a été faite qui a démontré que les personnes qui manquent de sommeil auront tendance à prendre du poids. Donc c'est qu'il y a un lien. Effectivement, parce que quand on manque de sommeil, donc il y a un déséquilibre endocrinien qui s'opère au niveau de l'organisme et qui fait que on aura tendance au grignotage, à manger surtout. plus. Donc sans avoir faim, c'est des compulsions, des petites compulsions pour pouvoir, donc ils vont amener à une prise alimentaire excédentaire à ce qu'on devait prendre. Adil Madani, vous allez peut-être pas me dire le contraire, mais vous discutez avec vos clients dans ce sens-là, en leur disant, voilà, c'est du bio, c'est bon, peut-être en manger moins, quelle quantité. Quelles sont les questions concrètement? Parce que là, vraiment, on a le bon exemple. Vous êtes face à eux chaque jour. De toute façon, les questions récurrentes, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter de manger bio? D'accord? Donc nous, ce qu'on pousse, c'est de manger moins, déjà, de viande. La viande, on n'en a pas besoin énormément. C'est pas quelque chose... si on en mange 2 fois dans la semaine, je pense que c'est largement suffisant, mais surtout manger mieux de viande. D'accord? Donc la qualité de la viande bio, alors je ne parle pas sur l'aspect du goût, hein, on va parler sur l'aspect santé, il va être meilleur parce que l'animal va déjà manger quelque chose de plus correct. Même son gras va être riche en oméga 3. Donc on n'aura pas du tout la même sorte de choses qu'on va apporter à son corps. C'est vraiment différent. Mais voilà, c'est pour des gens qui ont choisi vraiment de manger un peu moins. Le budget est un peu plus élevé, notamment parce que est-ce que la viande industrielle, c'est réellement le prix de la viande? C'est une question aussi qu'il faut se poser. Donc tout ça nous peine à croire. Parce qu'il y a aussi une responsabilité tout de même de certains vendeurs, bouchers, commerçants en tout genre. Je parlais tout à l'heure de ces produits qui manquaient de qualité, mais moi il m'arrive parfois de croiser des boucheries où parfois on va retrouver 10 kilos de poulet à 15 €. Bon, si on divise tout ça, ça fait 1,50 € le kilo. Enfin, c'est une réelle problématique. Alors déjà, la question que je me pose souvent, c'est comment arrive-t-on à vendre 1,50 € le kilo? Où est la marge? Et puis, il y a aussi une responsabilité de ces commerçants qui sont souvent de confession musulmane, puisqu'ils vendent du halal. Ces viandes qui sont vendues à ces tarifs-là ne sont pas forcément des viandes de bonne qualité. Parce que c'est vrai que dans le bio, dans l'alimentation bio, quand on regarde les denrées carnées, c'est-à-dire donc les viandes, vu que le mode d'élevage respecte les normes sanitaires, respecte la bête elle est alimentée par une alimentation qui est aussi bio, qui est enrichi des fois avec donc certains acides gras essentiels tels que les oméga 3. Donc ça se répercute sur la qualité de la viande. Donc on obtient une viande de bonne qualité, une viande qui présente un profil lipidique nettement meilleur que la viande issue de l'agriculture conventionnelle. Donc ça a été prouvé scientifiquement donc par les études. Allez-y.
Et aussi, donc, ce qui est important, c'est le goût et la saveur. Donc, ça aussi, au palais, donc, la différence, elle est claire entre une viande bio et une viande qui n'est pas bio. Je poursuis ma réflexion. On parle beaucoup des consommateurs. Alors, vous n'êtes pas le bon exemple puisque vous êtes très sensible à cette qualité, à ce conseil, mais cette responsabilité des commerçants, on parle beaucoup des bouchers, mais il y a aussi sur les fruits secs, il y a sur les légumineux, il y a aussi sur les semoules. Il y a une responsabilité. Est-ce que vous communiquez avec vos confrères pour sensibiliser, peut-être proposer des produits de qualité? Parce qu'on ne peut pas non plus parfois mettre en cause les consommateurs, mais quelque part ne pas leur proposer aussi des produits de... Des alternatives, oui. Bien sûr. Alors, moi, je dis que en fait, la balle, elle est dans les deux camps. Un consommateur qui va acheter 1 kilo de merguez moins cher que le prix de la viande, il faut quand même qu'il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Si une personne elle achète un poulet à 2 € le kilo, il faut se demander comment il a vécu ce poulet, comment il peut sortir à 2 €. Je veux dire, c'est impossible. Mais la responsabilité, quelque part, la communication, peut-être pas l'éducation, mais oui, la communication de ces commerçants, elle doit être présente. Ces commerçants ne sont pas là que pour faire du chiffre, tout de même. Le problème, c'est si on n'allait pas chez ces commerçants-là, est-ce que ça fonctionnerait? Le but, c'est de ne pas aller chez ces gens-là. Pourquoi? Parce que, pour vous sortir une anecdote, pour sortir un poulet à 2 €, c'est simple. Il faut qu'il ait grandi dans un format A4, et dedans, ils doivent être 4 ou 5, et ils doivent manger leurs excréments. Voilà comment on arrive à avoir du poulet à ce prix-là. Donc, le bio, c'est complètement différent. C'est pas que la nourriture, c'est une éthique. Ça veut dire on respecte l'animal, c'est musulman. C'est le fait de pouvoir grandir dans des grandes prairies. Exactement. Et notamment, le bio respecte cette charte-là. C'est pour ça qu'on y adhère. William, peut-être un mot sur cette responsabilité, cette prise de conscience aussi des commerçants. On le sait, il y a un vrai business là-dessus. Pendant cette période, aussi bien aux mines à Rungis que tous les commerçants. Certains proposent des pains, des galettes, des friandises, des viandes. On le voit, il y a une responsabilité, encore une fois, de ces commerçants. À mon sens, il y a une responsabilité, comme vous le disiez, la balle est dans les deux camps. Il y a une responsabilité à la fois des commerçants, parce qu'ils ne sont pas tous, très souvent, très honnêtes. Que faut-il faire, selon vous? Il faut que les consommateurs interrogent. Il faut qu'il n'ait aucune hésitation à demander. Sauf qu'il y a une réalité. Il reste quand même un pourcentage très important de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la viande, qui n'ont pas les moyens d'accéder à des aliments de qualité. Donc eux, ils ne font que profiter d'un marché, d'un besoin. Je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais je dis toujours entre la diversité de produits, de légumes, de poissons, de viande. Voilà, encore une fois, peut-être se diriger chez vous et en manger moins parce que ce sont des produits de haute qualité, mais je pense qu'avec tout, vous qui êtes diététicienne nutritionniste, je pense qu'avec cette panoplie de légumes, de fruits, de poissons, entre manger. Le consommateur, il se perd. Au fait, nous, mais ce qu'on essaie... il peut s'y retrouver à la fin en termes de budget. Oui, on essaie d'enseigner, d'inculquer aux consommateurs, quand ils viennent nous voir, d'être consomme-acteurs, c'est-à-dire qu'ils mettent une priorité une priorité. C'est quoi ta priorité? Si c'est la priorité au niveau santé, eh bien là, il va réfléchir à ce qu'il va consommer. Sachant que la décision de s'alimenter, et c'est vrai que donc, cette décision est généralement sous l'influence de dictats externes, donc les messages publicitaires, les spots, voilà, donc et il ne faut pas justement se laisser donc emballer par ces messages externes, ces promotions, donc ce que vous venez de citer, donc les prix, parce que c'est très tentant. Donc il faut toujours se poser la question, alors si je mange ce produit-là, quel impact aura-t-il sur ma santé? Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Le fait, parfois, de bien manger n'est pas lié au budget. Pas du tout. On peut manger bien. Oui, avec voilà, donc on peut adapter une bonne alimentation à son budget. Si on est acteur. Si on est acteur, oui. Exactement. Oui, exactement. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier la société dans laquelle on vit. On a des supermarchés, on a tout à proximité. Les consommateurs n'ont pas envie de se casser la tête à aller chercher dans une ferme à 50 km ou à 100 km les bons aliments. Bons produits, oui. Merci à William. William, qu'on vous retrouvera tout à l'heure en fin d'émission. On va se faire une pause.
Je vous en parlais il y a quelques instants. Il vient de nous rejoindre Younes Moubarek. Bonsoir Younes. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Younes, en quelques mots, donc, vous allez parler de votre petite histoire. Je crois que vous êtes ami d'enfance avec Adil présent ici sur ce plateau. 786, c'est votre restaurant. C'est cela, ouais. Le restaurant qui se trouve, donc il y en a deux. Un qui se trouve à Choisy-le-Roi et un autre qui se trouve à Champigny-sur-Marne. Je reviens vers vous dans quelques instants. Ouda El Banani, vous étiez présente sur ces assises écologiques musulmanes. Peut-être une réaction sur l'événement? Alors, j'étais présente ce 8 mai, effectivement, donc, dans ces assises musulmanes. J'ai animé un atelier, enfin une conférence-atelier sur comment se préparer pour le mois de Ramadan, comment préparer son jeûne et comment gérer son alimentation pendant le mois de Ramadan. J'étais très, très contente de cet atelier parce que ça susciter l'intérêt du public qui était présent et surtout au niveau des questionnements, il y avait beaucoup de questions pertinentes vraiment sur le jeûne et sur l'alimentation. Les questions principales C'était beaucoup des questions sur la structure, qu'est-ce qu'il faut manger, quels produits, les polémiques qui revenaient sur est-ce que je dois consommer la viande, est-ce que je dois consommer le lait, enfin toutes ces grandes questions qui font polémique en ce moment, enfin un peu partout. Et est-ce qu'on doit manger de la viande ou pas? Donc il y avait beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Ces assises écologiques musulmanes, il y a tout de même il y a ce terme autour de l'islam. C'était ouvert à tout le monde, bien évidemment, comme tous les événements. Mais tout de même, il y a une volonté de la communauté musulmane d'organiser ces événements pour sensibiliser les pratiquants. Tout il y a un réel donc, besoin. Vous l'avez cité au début, il y a une nouvelle prise de conscience au niveau du consommateur musulman ou non musulman. Et cette prise de conscience, surtout donc au niveau santé par rapport à son alimentation et aussi par rapport à son milieu de vie, au niveau de l'écologie. Ça aussi, c'est très, très important. Parce que justement, donc, notre alimentation, elle provient de la terre. Et bien, si on ne soigne pas la terre, on ne serait pas en bonne santé. Donc, il y a ce souci, justement, de pouvoir entretenir ce patrimoine vraiment naturel qui nous vient de Allah Azza wa Jal et de pouvoir le léguer aux générations, le laisser en bonne santé pour pouvoir le léguer. Vous faites bien de le signaler. On a eu le plaisir d'avoir des imams sur les émissions précédentes et c'est vrai que le prophète, pour lui, l'écologie, la terre, c'était quelque chose de très précieux. Alors j'ai appris pendant le salon du musulman, parce qu'on avait un stand, à Yabu avait un stand sur place, on a pas mal de gens qui sont des scientifiques musulmans qui nous ont appris que quand le prophète avait émigré à Médine, il avait déjà fait le premier, on va dire, entre parenthèses, zoo biologique. Donc c'est-à-dire qu'il avait laissé les animaux vivre en dehors de Médine, complètement libres, parce qu'avant ils étaient mélangés à la ville pour avoir plus de place et plus de tranquillité. Donc ça existait déjà chez nous il y a très longtemps. Ouda El Banani, vous parliez de cette prise de conscience. Vous êtes plutôt optimiste pour les années à venir, les générations futures. On vient de passer une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans le fast-food, le manger rapidement. Ça existe encore malheureusement, mais est-ce que vous, avec vos expériences, vos conférences, vos travaux sur le sujet, Bien sûr, il faut être optimiste. Au fait, ce qui a avivé cette prise de conscience, au fait, ce sont les derniers scandales sanitaires répétitifs. Donc, on a amené une réflexion au niveau donc, des consommateurs et à se poser la question, est-ce que peut-on encore manger sans danger ? Parce et c'est ça qui a fait que les gens ils commencent à se soucier, à se préoccuper de leur alimentation, à ce qu'ils ont dans l'assiette. Et c'est pas que ce que j'ai dans l'assiette, mais aussi de remonter à toute la filière vraiment de la production, du prêt pour la viande jusqu'à l'assiette et d'avoir vraiment un regard sur la traçabilité des différentes étapes. Alors Younes, vous allez réagir aussi, Adil, parce que là vraiment c'est une question, une réflexion qui se pose, mais vous êtes là et concrètement, les consommateurs, les clients sont plus sensibles. Vous vendez donc du bio? Oui, je vends, comme vous venez de le préciser, on avait commencé en sandwicherie, fast-food à la base, jusqu'à que M. Madani Adil arrive sur le marché. On a fait le pari d'inclure la brasserie dans nos restaurants. Donc
De là, grâce à Dieu, ça a marché. Donc, du coup, là, on est... Alors concrètement, est-ce que les clients sont vraiment sensibles à ce que vient de définir le docteur? Oui, j'ai de plus en plus de clients qui commencent à prendre la brasserie. Vraiment, c'est... Qu'est-ce qui leur plaît? C'est la qualité, alors le sûr. service et le sourire, je pense, mais Ça va de tout soi. de même, lorsqu'on va consommer et manger dans une table, le produit est important. Bien sûr, on a des produits de qualité, on a des produits frais, parce qu'hormis la viande, on a des frites maison, des haricots verts mais frais, des pâtes fraîches, donc tout est c'est global. Et donc le client, il est plus sensible. Peut-être une réaction, Adil Madani, vous sentez vraiment que les consommateurs changent. On y va complètement. Là, il faut vraiment savoir que c'est un grand tournant dans l'alimentation, parce qu'en fait, il y avait nos parents. Et maintenant, il y a une nouvelle génération qui est adepte d'Internet, qui va chercher, qui regarde, qui fouine. Et il peut vous dire derrière chaque aliment s'il y a du E401. Non, maintenant les gens sont au courant. Et on est très contents. Le public est jeune chez vous? Oui, j'ai un peu de tout le monde. J'ai des familles, j'ai des jeunes, j'ai un peu de tout. C'est ça qui fait la force du 786. Alors peut-être une question, l'histoire, d'abord votre histoire à tous les deux. Je crois que vous êtes amis d'enfance, c'est ça? Enfin, vous êtes... Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est très simple. Ça a commencé, nous, on est du Jura à la base, donc Lons-Sussonnier. Donc, on avait comme voisins déjà des paysans qui traitaient très bien leurs animaux. Ils allaient même jusqu'à les faire boire l'eau du torrent. Donc c'est pour vous dire qu'ils étaient plus bio que nous. Donc voilà. Et ensuite, je me suis lancé dans le marché de la viande. Donc on achetait à ces paysans-là. On achetait bio sans dire que c'était bio à l'époque, puisque ça fait un bout de temps qu'on a commencé. Mais ce qui nous a vraiment transformé, c'est les abattoirs qu'on a dû visiter, parce qu'on était obligé de prendre des prestataires de services pour faire l'abattage de nos animaux, même si à cette époque-là, c'est nous qui faisions le sacrifice. Il fallait qu'on rentre dans cet univers-là. Et quand on a vu ce qui se passait, du coup, on s'est dit qu'il faut faire le nôtre, parce que c'est pas possible, ça rime pas avec l'islam et tout ce qui va. Vous en êtes heureux aujourd'hui? Ah, super. Une histoire peut-être, une anecdote sur votre... D'abord, le déclic de vous diriger, d'évoluer vers une brasserie, c'est Adil qui vous a convaincu? Ouais, c'est ça. C'était en 2016, à son arrivée à Choisy-le-Roi. Donc on a fait le pari de tout changer la boutique. Donc on a rénové entièrement la boutique. On a fait les travaux de A à Z. On a tout changé et on est reparti en collaboration avec Adil Madani, Aya Bio. Et au début, tout le monde n'y croyait pas, de se dire on va passer du fast-food au bio. Et ça a très bien fonctionné parce que, comme je vous dis, les gens se renseignent et comprennent maintenant. Puis parfois, le fait de proposer aussi, ça fait changer aussi les, ça fait aussi changer les mœurs. Je voudrais revenir sur un point. Au fait, l'agriculture ou le mode d'agriculture et d'élevage bio, c'est une pratique millénaire. C'est ça. C'est pas un nouveau concept. C'est ça. C'est l'agriculture conventionnelle, vraiment production massive, qui est nouvelle, qui date donc d'il y a un siècle ou un petit peu plus. Donc, nos ancêtres, nos prédécesseurs ont toujours produit et mangé bio finalement. Donc, c'est un retour vers un mode qui est juste, juste parce qu'il donne la valeur vraiment à l'être humain et qu'il l'alimente de manière correcte. Et aussi, il protège l'environnement. Oui, c'est sûr. C'est pas, on pense que le bio, ça date des années 80, non. C'est à la base. En fait, les industriels. Mais c'est cette tendance. Pour être clair, c'est l'argent, c'est le capitalisme qui. Voilà, donc c'est l'industrialisation de l'agriculture et du mode d'élevage qui a dévié vraiment des bonnes pratiques, qui sont naturelles. Et maintenant, donc ce mode d'industrialisation, d'élevage et d'agriculture a montré ses dangers en termes sanitaires et aussi en termes écologiques. Mais en termes de pourcentage, si on prend sur le territoire français, ce qu'il y a en bio et ce qu'il n'y a pas en bio, on est à 10-90. C'est-à-dire qu'on est entouré d'industriels et on est un peu... en retard. Voilà, on est un peu, j'ai envie de dire, la Gaule en France. Donc, c'est vraiment important de mettre un point pour tous les gens qui sont en train de le faire, parce que là, on est en train de se développer. Alors, je parle du bio en général, je pense. Alors, moi, bio, pour moi, ça vaut
tout et rien dire. Le 100% parce que naturel, vendre du je bio dans préfère du parler du plastique. 100% naturel, c'est beaucoup mieux hein, que parler du bio, parce qu'il y a des lobbies derrière, il y a plein de choses. Donc le 100% naturel, c'est pour moi beaucoup plus correct. Voilà. On a des gens qui font très attention à ça. Il y a des gens qui ont baissé leur chiffre d'affaires pour produire, et ça va avec leur conscience, et c'est à ces gens-là qu'on devrait dire bravo. Parfois, vaut mieux produire moins, gagner moins et être mieux. Alors, vous êtes nutritionniste, diététicienne. Alors, le bio, c'est bon, c'est pas bon. Il y a effectivement des extrêmes. Parfois, il y a des bios de toute qualité. Moi, je dis toujours un bio dans une barquette en plastique. C'est peut-être pas très écologique non plus. Quelques pistes pour nos téléspectateurs qui se disent aujourd'hui, bon, alors le bio... Alors, c'est vrai que les produits bio sont meilleurs pour la santé. C'est une certitude qui est ancrée chez bon nombre de personnes. Il y a de nombreuses études qui ont été faites donc, par des scientifiques pour justement montrer et évaluer les bénéfices du bio sur la santé. Donc, certaines études ont confirmé que le bio aide vraiment à la résistance aux infections. Il y a aussi des études qui ont été menées, ont montré l'impact sur la santé des enfants. C'est-à-dire que les mamans qui mangeaient bio et qui allaitaient leurs enfants avaient un effet positif sur la santé de l'enfant. Il y a eu aussi des études qui ont été menées sur des animaux de laboratoire et aussi des animaux d'élevage qui étaient alimentés avec une alimentation bio, ont montré une amélioration de la fertilité et de la procréation chez les animaux. Donc ça aussi, c'est un point positif. Mais on continue. C'est-à-dire que le bio, c'est vrai que ça rassure parce qu'on sait qu'à la base, ce sont des produits qui n'ont pas été soumis à un traitement chimique drastique. Ça, psychologiquement, ça réconforte et ça apaise les esprits. Alors, il faut savoir que s'il faut privilégier en alimentation bio, moi, personnellement, je conseille beaucoup donc, les produits d'origine animale. Parce que sachant que les pesticides, les produits phytosanitaires utilisés dans le mode d'élevage ou agriculture conventionnelle sont de nature lipidique, ce qu'on appelle sont lipophiles. Et ils vont se retrouver dans les graisses, dans les tissus graisseux. Donc c'est pour cela que tous les produits, les denrées alimentaires d'origine alimentaire, il vaut miur privilégier la filière bio. C'est-à-dire les viandes, les produits laitiers, voilà, le beurre, les œufs, particulièrement. Sur ce qu'elle dit, c'est vraiment... C'est totalement vrai et ça ajoute à ça d'autres problématiques liées au stress de l'animal. D'accord ? Oui, ça c'est le confort, oui, voilà. Au moment de l'abattage, le rituel aussi, c'est très très important. Exactement, les cadences d'abattage non bio, d'accord, ce qu'on appelle des cadences conventionnelles, ces cadences-là vont pousser la bête à attraper une maladie qu'on appelle le purpura. Le purpura, c'est lié au stress animal. C'est comme si on faisait une mini crise cardiaque avant d'arriver à l'abattage. Donc du coup, les veines, ils explosent à l'intérieur de l'animal et on a plein de petits points à l'intérieur, plein de petites taches. Et du coup, on se retrouve bien sûr avec une viande de très mauvaise qualité, mais surtout... Ça va intéresser, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que vous, lors de vos abattages, en tant qu'aussi bio, il y a une éthique et l'animal est préservé. Complètement. Le bio, c'est pas simplement, c'est un tout. C'est-à-dire, à partir du moment où on donne à un animal un certain nombre de mètres carrés pour pouvoir vivre convenablement, pour moi, ça colle complètement à l'éthique musulmane. Je veux dire, nous, aujourd'hui, on en est à dire que le bio, c'est le halal. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un abattage non bio halal. Ça ne va pas dans les principes de l'islam. Il y a du travail encore à faire. Mais ça ne va pas, si on reprend les textes à la lettre, on va s'apercevoir qu'on a énormément de hadiths qui nous emmènent dans ce chemin. Mais à la fois, ce qu'on disait tout à l'heure avec ces produits, notamment ces produits de viande à des tarifs défiant toute concurrence, là on sent tout de même que l'abattage et la production, l'élevage ne sont pas au rendez-vous en termes de qualité. Ils ne sont pas respectés. C'est pour ça que nous, chez Aya, on dit tout le temps que le bien-être animal, ce que la bête, elle va manger, comment on va abattre la bête, c'est ça le halal. C'est global. C'est pas simplement Bismillah, Allahu Akbar. C'est bien plus que ça. Younes, quels sont les plats qui marchent le mieux chez vous aujourd'hui ? En général, la brasserie. Depuis qu'on a relancé le pari en 2016, on a beaucoup évolué la brasserie grâce à la viande bio. Donc là, on a les viandes fonctionnent plutôt pas mal. Exactement, on a de l'entrecôte, on a du filet de bœuf, donc c'est quelque chose quoi. C'est vraiment des produits de qualité, donc on peut profiter.
À un prix bas en plus. On a un prix défiant toute concurrence, donc ça va. Vous donnez envie. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 28 ans. 28 ans, voilà, j'allais dire 27. Vous êtes jeune. Qu'est-ce qui vous donne envie aujourd'hui de vous lancer dans cette aventure, une nouvelle aventure? Le docteur El-Banani est optimiste, les évolutions, les mœurs vont évoluer, etc. Mais ça reste tout de même un secteur assez fragile. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a donné réellement envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Franchement, pour être honnête, c'est depuis que je me suis lancé en 2016 avec la brasserie, c'est ça qui m'a donné le bio surtout, parce que je suis en train de le découvrir, parce que je suis, comme je l'ai dit, je suis ami avec M. Adil Madani, donc je vois plus ou moins ce qu'il fait et j'essaie de prendre exemple. C'est tout simple. J'essaie de faire le mieux pour mieux nourrir les gens, pour essayer d'avancer, quoi. En tout cas, vous donnez énormément envie. Je vais profiter de votre présence, docteur El-Banani, même si on l'a déjà rappelé. Nous avons jeûné toute la journée, nous avons faim, les tables sont garnies, elles sont magnifiques, mais que faut-il réellement consommer, notamment pour le phtor au moment où le soleil se couche? Alors, au moment de la rupture du jeûne, c'est vrai que la meilleure façon de se réalimenter, de démarrer donc, la reprise alimentaire, c'est avec les dattes, donc en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc des dattes et de l'eau. Et derrière, comme il y a eu une journée de jeûne, donc on a perdu de l'eau, on a perdu un peu, donc des vitamines, des minéraux, donc il faut restituer. Eh bien, il faut ramener des aliments qui vont amener tous ces éléments, donc notamment des salades, notamment aussi, donc il faut restituer donc les protéines sous forme de viande, sous forme d'œufs, ou sous forme aussi, donc il y a les protéines végétales aussi, donc il y a les légumineuses, donc les légumes secs aussi. Ce sont des aliments qui sont très importants sur le plan nutritionnel et laisser la touche sucrée à la fin du repas. C'est très important. Si on commence avec des mets sucrés au début du iftar, ça va entraîner ce qu'on appelle une fausse satiété parce que la charge sucrée va saturer le cerveau et il va envoyer un signal de satiété mais qui est faux parce qu'on n'a pas mangé suffisamment. Et d'où l'intérêt de prendre vraiment un bon repas équilibré, donc des protéines, des vitamines, des sels minéraux, donc sous forme de salade composée avec une composante protéique. Ça peut être des émincés de volaille, ça peut être un steak, ça peut être des brochettes, pourquoi pas. Et alors, je voudrais rajouter un petit bémol là, sur l'alimentation. Quand on s'alimente avec des produits bio, sachant que ce sont des produits surtout au niveau carné qui ont une densité nutritionnelle assez élevée, ils sont satiétogènes. Ils ramènent la satiété. C'est-à-dire que quand on s'alimente avec du bio, on ne va pas manger des grandes quantités. Donc, on va manger des petites quantités. Et c'est pour cela qu'il faut favoriser donc la qualité à la quantité. Quand vous mangez des aliments de bonne qualité avec une bonne densité nutritionnelle, vous ramenez la satiété vite. Bien sûr, il faut mastiquer, ça c'est important. Donc, vous allez atteindre la satiété rapidement. Sans oublier, sans compter les besoins aussi en calories dont le corps a besoin parfois. Donc, le corps, il ramène donc tout ce dont il a besoin, mais surtout la satiété. C'est-à-dire que, alors que quand on mange des denrées qui sont donc, qualitativement sur le plan nutritionnel, donc ne sont pas de bonne qualité, eh bien, on va manger en grande quantité parce que donc ils ramènent des calories, mais pas des nutriments. Donc c'est ce qu'on appelle des calories vides. Et il faut faire l'inverse. Merci à tous les trois. Donc, je rappelle, je vais juste lire ce que vous écrivez ici sur l'un de vos tracts de communication. Parce que le halal, ce n'est pas qu'un sacrifice selon le rite islamique, mais un traitement animal irréprochable et une alimentation saine. C'est ici que nous faisons la différence. Merci infiniment Adil Madani, vous êtes fondateur et responsable Aya Bio. Donc on peut vous retrouver tout simplement, vous tapez Aya Bio sur les réseaux sociaux, vous avez une très belle page Facebook, vous avez un site internet. Merci Younes, on vous souhaite une belle aventure. 786 notamment à Choisy. On invite les téléspectateurs à vous rendre visite. Je vais venir et je donnerai mon avis aux téléspectateurs. On vous attend. On fera un petit point, notamment la veille de l'Aïd. Vous êtes invités pour cette grande soirée, normalement en direct sur Air Télévision. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une bonne soirée en famille, un bon appétit et une bonne continuation dans vos projets.
Petite pause jingle et dans un instant, je vous le disais en ouverture, c'est certainement ce dont on vient parler, bien évidemment est très important, mais on va vraiment s'arrêter quelques instants sur nos anciens, les parents, les grands-parents, les personnes âgées. Quels conseils, que faut-il pour passer un bon mois de jeûne lorsqu'on est âgé ou parfois lorsqu'on est malade? Il est avec nous, le docteur Hakim Hamoudi. On se retrouve dans un instant. De retour sur le plateau Air Télévision, un Zoom spécial Ramadan. On vient de parler longuement de surconsommation, de consommation, de gaspillage et de bio avec nos invités. Pour cette troisième partie d'émission, nous allons mettre à l'honneur nos anciens, les personnes âgées, les grands-parents. Quels conseils, quelles explications faut-il leur donner? Comment les protéger pendant ce mois de jeûne? Souvent, elles tiennent réellement à respecter ce quatrième pilier de l'islam et à jeûner pendant 30 jours. Il est avec nous, Hakim Hamouchi, bienvenue à vous. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes donc médecin gériatre à la clinique de Bondy. De retour, Wiem Maghrebi. Dans quelques instants, on va vous écouter. Je suis donc je mange. Et puis toujours à nos côtés, avec nous, le docteur Ouda El-Banani. Je vais commencer par vous, tout simplement, Hakim Hamouchi. Merci d'être avec nous. Les personnes âgées, elles tiennent absolument à faire et à pratiquer ce mois de jeûne de Ramadan, peut-être d'un point de vue peut-être psychologique. Comment échanger avec elles pour leur expliquer que parfois, quand on est âgé, quand on a une maladie, on a parlé de diabète, des maladies chroniques, c'est pas simple. Peut-être déjà d'un point de vue communication, avant de rentrer dans la pathologie. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Effectivement, ils ont cette tendance en fait à jeûner coûte que coûte, on va dire ça comme ça. Malgré les différentes explications qu'on peut leur apporter, et certainement, j'imagine aussi que les enfants insistent sur le fait que s'ils voient que leurs parents ils sont un peu difficiles, un peu fatigués, un peu fragiles, à leur dire qu'il ne faut pas trop jeûner. Mais je pense que la plupart, enfin on va dire, il y a un grand pourcentage des personnes âgées qui veulent absolument faire le jeûne. D'un point de vue peut-être psychologique, Wiem, vous avez dans votre patientèle des personnes âgées aussi qui vous parlent de ce mois de jeûne. Oui, quels sont les échanges et quels conseils vous leur donnez? Alors, ce qui est sûr, c'est que pour eux, ne pas jeûner, ce serait une forme de renoncement. Très souvent, dans leur quotidien, ils sont confrontés à une réalité qui est la diminution de leurs compétences, de leurs ressources physiques, mais également cognitives. Donc, le fait de leur dire que c'est mieux pour eux de ne pas jeûner, c'est les ramener à une réalité qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre. Donc, le meilleur conseil, à mon sens, quand moi je suis face à cette patientèle, c'est de leur dire que ça ne diminue en rien leur valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni en tant que personne, et que s'ils ne peuvent pas jeûner, eh ben, ils peuvent faire autre chose pour compenser en fait ce sentiment d'être moins bien que les autres, entre guillemets. Notamment des dons réguliers, notamment à ceux qui sont dans le besoin. Tout à fait, et renforcer justement cette attitude par le fait qu'ils seront doublement récompensés. Parce que le fait de vouloir jeûner et qu'ils ne peuvent pas jeûner, et de pouvoir donc d'accepter cette situation et voilà donc Mais le problème en fait, c'est que très souvent, ça vient montrer, ça vient mettre en lumière la non-acceptation de leur manque d'autonomie. Parce que ça, oui, ils l'entendent, on leur dit, ils en ont bien conscience, mais ça relève un autre problème qui est j'accepte de vieillir, j'accepte de ne plus pouvoir être celui que j'étais. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors docteur, les pathologies sur lesquelles il faut être très vigilant par rapport aux personnes âgées, bon, je pense aussi à la chaleur sur des périodes caniculaires. Bon, cette année ça va un peu, mais je pense qu'il y a des moments fort importants en termes de période et puis des maladies sur lesquelles il faut être très vigilant. Tout à fait. Moi je vais résumer cela avec ce qu'on appelle en gériatrie la notion, ce qu'on appelle la fragilité. Donc c'est ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas forcément, on va dire, l'état du patient. Est-ce que le patient il est fragile ou pas? C'est ça, l'évaluation que le médecin va apporter et qui va permettre d'autoriser ou pas de jeûner, c'est cette évaluation médicale qui se porte justement sur cet aspect-là, c'est la fragilité qui regroupe, la fragilité elle peut être physique, elle peut être psychique, elle peut être comportementale, elle peut être environnementale. Une patiente, par exemple, qui vit seule dans une maison
même s'il n'a pas des maladies, on va dire, chroniques, voilà, mais il a 85 ans, imaginons s'il fait le jeûne, il fait une petite hypoglycémie, il fait une chute, il reste par terre pendant... Et la cause, c'était le jeûne. C'est intéressant, ça. Voyez, on pense qu'aux pathologies, mais parfois d'être... le plus important, c'est aussi d'être entouré. Jeûner tout seul lorsqu'on est âgé. Ça, l'isolement social, effectivement, l'isolement social, c'est un des marqueurs de fragilité. Sans parler, maintenant, si on rentre dans les détails, dans le vif du sujet et parler de la fragilité physique, comme tout le monde connaît, donc c'est le diabète, l'hypertension, toutes les comorbidités, toutes les pathologies chroniques, effectivement, là, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Ça m'emmène à dire que le jeûne se prépare. Le jeûne chez la personne âgée se prépare, c'est-à-dire il faut toujours une évaluation, il faut toujours aller voir le médecin traitant ou le médecin spécialiste en fonction des pathologies du patient quelques semaines avant le ramadan et anticiper. C'est ça le mot-clé, c'est anticiper le ramadan, donc avoir une évaluation purement médicale et à travers plusieurs tests que le médecin va faire, y compris des prises de sang, des biologies, des choses comme ça, il pourra dire est-ce que le patient il pourra jeûner ou pas, parce que s'il y a des pathologies chroniques qui étaient stables avant le ramadan et le patient il n'est pas considéré comme un patient fragile sur plusieurs critères, il peut tout à fait jeûner sans grosse difficulté, quoi. Docteur Al-Banani, d'un point de vue diététique, c'est vrai que vous parliez d'un point très important dont on parle peu, c'est la solitude. Et les personnes âgées, quand elles sont seules, elles ont tendance à oublier de boire, à oublier de se nourrir normalement. Impact supplémentaire pendant ce mois de jeûne. Exactement. Donc là, c'est vrai qu'il y a des mesures à mettre en place par l'entourage, donc les personnes qui côtoient ces personnes âgées, de pouvoir mettre en place des choses qui seront accessibles à la personne quand elle sera toute seule dans son domicile. Notamment, voilà, donc il faut que toutes les choses soient à proximité. Et aussi, au niveau alimentaire, il y a des mesures à mettre en place. Si elle a jeûné, par exemple, pendant la journée, si elle il y a des petites astuces pour allier à la déshydratation, c'est de s'asperger avec des brumisateurs quand il fait chaud. Ça conforte un petit peu, ça rend confortable, voilà, donc ça rend confortable le jeûne. Ou une douche, si elle est capable, donc si la personne se sent capable de le faire. Les ablutions aussi, donc c'est un moment un petit peu de se rafraîchir. Et aussi au niveau alimentaire, il y a aussi des mesures, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans l'alimentation. Donc il y a des mesures à mettre en place, c'est le fractionnement, ce qu'on appelle le fractionnement chez la personne âgée. Je profite énormément de votre présence. Alors les maladies, le diabète, l'hypertension, voilà, il y a des maladies sur lesquelles il faut être beaucoup plus vigilant et parfois on a tendance à passer ça un peu à la légère. Les maladies, il ne faut pas trop scinder les maladies chroniques. À partir du moment où c'est une maladie chronique, il faut la traiter telle qu'elle. C'est-à-dire qu'il faut la prendre en considération. Ce n'est pas une hypertension, une simple hypertension artérielle. On va dire que non, il prend juste un comprimé pour l'hypertension artérielle. Donc, c'est pas... L'idée, c'est de toujours... Évaluation médicale avant le ramadan, c'est indispensable. Des prises de sang avant le ramadan, c'est indispensable pour toute maladie chronique. Quel que soit, donc diabète, hypertension, l'asthme, les bronchopneumopathies, les problèmes cardiaques, les lésions cardiaques, ça c'est très important aussi. Pareil, parce qu'on va revenir sur le débat de tout à l'heure, qui était très très intéressant en termes de tout ce qui est alimentation et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est... Effectivement, on a un apport de sel qui est important, par exemple pendant le ramadan. On a des apports de sucre qui sont importants. Donc ça dérègle très facilement le diabète. Ça dérègle très facilement tout ce qui est insuffisance cardiaque qui était stable pendant 10 mois. Alors voilà, le ramadan, il arrive, qui était censé normalement encore aider le patient, parce que normalement, sur le plan médical, le jeûne, il doit nous apporter un plus à la fin du ramadan. Ça doit nous stabiliser, ça doit nous purifier. Voilà, c'est ça l'idée. Ça renforce notre système immunitaire. Le jeûne simplement, ça provoque, en fait, c'est une arme qui est très intéressante, donc ça provoque des anti-inflammatoires. Voilà, il y a des anti-inflammatoires qui sont sécrétés. C'est des choses qu'on n'en a pas beaucoup en temps normal. Mais malheureusement, on voit certaines pathologies chroniques, ceux qui ne respectent pas cette anticipation, cette évaluation avant le ramadan, malheureusement, ils finissent par décompenser la maladie chronique et
c'est malheureux de le dire, c'est pendant le jeûne qui était censé normalement plus le stabiliser parce que tout simplement ils n'ont pas respecté les consignes de certains médecins traitants qui leur disent parfois il ne faut pas jeûner alors qu'ils jeûnent forcément. D'un point de vue alors justement diététique, au niveau de l'alimentation, on peut vite être déréglé lorsqu'on est aussi, alors déjà au niveau de l'âge, lorsqu'on est plus jeune, c'est pas simple, mais alors lorsqu'on est plus âgé, c'est peut-être encore plus... Une des problématiques chez les personnes âgées, c'est la dénutrition. Donc, on remarque que ces personnes-là sont de plus en plus dénutries. Alors, cette dénutrition, elle peut être causée par plusieurs facteurs. Des fois, l'état buccal aussi. Donc, c'est des personnes qui ont un état, voilà, donc les dents qui ne sont pas dans un très bon état, donc n'arrivent pas à mastiquer, donc du coup, n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Ça peut créer vraiment une espèce de cachessie, une espèce de faiblesse chez ces personnes-là qui fait que le jeûne ne va pas peut-être les arranger plus. Il y a la déshydratation aussi chez les personnes âgées qui est très parce que vu qu'ils ne ressentent pas la soif, donc il y a une perte de sensibilité au niveau donc buccal, donc ne ressent pas la soif, donc ils ne sont pas en mesure de réagir. D'où l'idée de s'asperger un peu avec un brumisateur, ça aide. Alors au niveau alimentaire, je parlais tout à l'heure de fractionnement. Justement, une personne âgée ne peut pas faire un grand repas copieux lors de iftar. Il faut vraiment que ça soit amené par étapes, voilà, par petits plats. Et aussi, au vu de son état dentaire, donc si c'est pas un état qui n'est pas optimal, il faut aussi aménager la texture des présentations des repas. Donc, on parlait tout à l'heure de viande bio, donc malheureusement, donc mâcher un bon beefsteak, ça va pas le faire. C'est une personne âgée, donc il faut aussi tenir compte de cette composante, d'adapter la texture aussi des aliments à ces personnes-là, ces personnes âgées. J'ajoute juste un petit point, c'est le jeûne actuellement, on fait un jeûne quand même de plus de 16 heures, donc on fait un jeûne de 18 heures. Donc c'est vrai qu'on rentre dans une catégorie de jeûne qui est très difficile. Donc rajouter à cela, donc on va dire le jeûne de 18 heures, là, cette cohabitation avec maladie chronique, jeûne de 18 heures, elle est très difficile. Ça engendre énormément de risques. Donc lors de mes dernières gardes aux urgences, notamment l'année dernière, effectivement on recevait pas mal de patients en décompensation diabétique grave et finissent en réanimation, tout simplement parce qu'ils ont jeûné, hein. Donc c'est vrai que quand ils arrivent pas même pas à nous le dire, est-ce qu'ils ont fait le jeûne ou pas, parce que tellement ils étaient dans un état d'inconscience. Mais on conclut très rapidement que certainement le patient il a fait le jeûne, et du fait de ces traitements qu'il a pris, plus sa maladie chronique et tout ça, donc ça fait un faisceau d'éléments qui fait que le patient il va se déstabiliser très rapidement, et puis il se dégrade, quoi. Est-ce que vous constatez, on parlait tout à l'heure de prise de conscience au niveau de la consommation en général, est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau des proches et des enfants, notamment sur la préparation des plats, sur l'accompagnement, ou est-ce que ces personnes, souvent, elles sont livrées à elles-mêmes et elles ne savent pas parce que parfois, le médecin peut autoriser effectivement à jeûner, mais à côté, la famille n'est pas spécialement sensible sur ces éléments, notamment que vous venez de donner. Les problématiques, oui. Est-ce que les familles, justement, ces personnes sont accompagnées sur les patients que vous avez? Moi, je dirais peut-être oui, parce que effectivement, le Ramadan, c'est un moment qui est très convivial, où tout le monde se retrouve et tout ça. Donc, je pense que il y a toujours les enfants. Voilà, il y a toujours une vigilance, mais qui reste quand même un cadre qui est très limité, je veux dire. Parfois, on n'est pas au courant. Vous venez d'évoquer des points essentiels dont on n'est pas au courant. Voilà, parce que les enfants ils n'ont pas forcément une culture médicale, sauf que si quelqu'un il a un ami médecin ou dans son entourage, quelqu'un de la famille qui a ces notions-là et qui peut leur apporter quelque chose de plus pertinent dans ce sens-là. Je pense qu'il y a de la discussion dans ce sens-là, mais après au point où vraiment améliorer les choses et mettre les choses vraiment bien comme il faut, je pense on est un petit peu, on n'est pas très... Si je peux rebondir sur ce que disait le docteur, ce qui est sûr, en tout cas moi, ce que j'observe de mon côté, c'est que souvent les familles sont méconnaissantes ou peu très informées des troubles psychiques qu'on retrouve chez les personnes âgées, et notamment les troubles cognitifs.
Parfois, elles auront en leur sein des personnes qui sont démentes, voire mélancoliques, et elles en sont totalement ignorantes. Tout à l'heure, on parlait d'aptitude, de capacité à jeûner, c'est-à-dire de réguler son alimentation, se réhydrater et de se nourrir. Quand on est face à une personne âgée qui est démente, elle ne va pas savoir. Elle ne va pas réussir à s'alimenter correctement. Donc, moi, je fais un appel aux familles pour essayer, quand elles ne comprennent pas le comportement de leur papa ou de leur maman, à ne pas hésiter à aller consulter un médecin, un psychiatre ou un psychologue pour poser un diagnostic. C'est extrêmement important. Oui. Ça m'amène à dire, c'était le troisième, justement, la liaison a été parfaite, c'était la fragilité psychologique. Donc la fragilité psychologique, c'est la fragilité cognitive. C'est les patients qui ont des troubles cognitifs. J'ai envie de dire, c'est une personne âgée qui n'a pas de maladie chronique, d'hypertension, diabète, peu importe, hein, on va dire qu'il n'est pas malade, comme on dit, ou il ne prend pas de traitement, tout simplement. Mais s'il a un déclin cognitif, c'est-à-dire qu'il a des troubles cognitifs, même si c'est débutant, ça rend cette fragile, de facto, ça rend cette personne âgée de facto fragile. Donc automatiquement, de ce principe-là, on considère que ce patient-là, c'est difficile qu'il fasse le jeûne, même s'il est bien entouré. Parce que ça peut engendrer plein de choses derrière. Et puis, il y a la confusion qui peut s'installer très facilement sur une hypoglycémie. Enfin, on a ce qu'on appelle, chez les personnes âgées aussi, c'est la deuxième notion, on a parlé tout à l'heure de la notion de fragilité, qui est très importante dans nos évaluations gériatriques. Et puis, il y a cette notion de ce qu'on appelle le phénomène de cascade. La personne âgée, quand elle décompense un problème, il y a en général, dans les 48 heures, il y a plein de décompensations derrière, plein de choses qui vont décompenser ensuite. Donc on n'aura pas un seul problème, on va engendrer pratiquement 3, 4, 5 problèmes donc, qui vont nécessiter automatiquement une hospitalisation. Donc on part d'un jeûne qui est simple, donc faire un acte d'adoration, mais malheureusement on finit en hospitalisation et tout ça. Donc voilà. Surtout qu'il est dit clairement que si vous voyagez, vous êtes malade, vous êtes enfant, voilà, il ne faut pas... Voilà, les facilités qui sont que Allah Azza wa Jal nous a données pour ces cas-là. Oui, M, alors je mange. Exactement. Alors lors d'une précédente émission avec notre docteur ici présent, nous avions démontré que notre alimentation avait une incidence positive sur notre esprit. Moi aujourd'hui, je prends un petit peu donc le contre-pied de cette émission parce que je suis psychologue. Hein, pour moi, l'esprit est au centre de tout. Hein, donc je prends le contre-pied pour dire que notre état psychique a une incidence sur notre alimentation. Alors notre relation à la nourriture, on le sait, est intense et centrale. On est comme les animaux, hein, on a besoin de manger, c'est vital, hein, on ne peut pas vivre sans alimentation. Par contre, nous, la différence avec eux, c'est que notre rapport à l'alimentation n'est pas exactement le même. Alors, la première fois que vous êtes en contact avec de l'alimentation, il me semble, pour chacun d'entre vous, ça a été à la naissance, lorsque on vous a mis au sein de votre maman, ou le biberon si elle ne pouvait pas vous allaiter. Et donc, notre premier rapport à l'alimentation, c'est un rapport d'attachement, d'amour, d'affect. Donc, la nourriture, elle n'est pas juste là pour nous nourrir, elle nous apporte autre chose sur le plan psychique. Premier plaisir de la vie. Hein. Exactement, le premier plaisir de la vie. Les aliments ont une symbolique qui est presque de l'ordre de la pensée magique. Je vous explique. Par exemple, vous savez tous que les épinards donnent des muscles. Vous savez plus ou moins tous que la viande rend fort ou que les carottes rendent aimables. Et bien ça, ce sont des pensées qui sont associées à l'alimentation. Les aliments, ils ont également une fonction culturelle. La façon dont nous mangeons, la façon dont les aliments que nous mangeons, ça a une fonction culturelle. Je vous donne un exemple avec le riz. Le riz n'est pas mangé de la même façon, quel que soit le pays. Si vous le mangez en Asie, ça sera avec des baguettes sous forme de sushi. Si vous le mangez en Afrique, au Mali, par exemple, ça sera sous forme de tiep avec peut-être les mains. Ou en Italie, ça sera en risotto avec une cuillère. Donc la nourriture, c'est un élément culturel. Daniel Rigaud disait « Nous mangeons notre culture ». Alors,
D'accord, notre alimentation, c'est un reflet de notre culture, mais c'est aussi un reflet de ce que l'on est. Quand on va mal, eh ben, ça va se voir dans notre assiette, ça va avoir une incidence sur notre appétit. Et on a des exemples, hein, quand on va mal, quand on est dépressif, quand on est stressé, quand on est anxieux, ça a obligatoirement une incidence sur notre appétit. Alors, je n'expliquerai pas ce que c'est que la dépression, le stress ou l'anxiété, je laisse nos téléspectateurs aller rechercher, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de la dépression, soit on verra une perte de l'appétit, donc j'ai plus faim, j'arrive plus à manger, soit au contraire on retrouvera de l'hyperphagie, c'est-à-dire un besoin de manger de façon répétée, c'est plus fort que soi. Dans le cadre de l'anxiété, on pourra là aussi moins manger, j'ai plus d'appétit, ou au contraire, là, la nourriture, elle aura une fonction de réconfort. Ce sera un moyen de se soulager, ce sera un moyen de faire diminuer parfois même nos ruminations. Moi, j'ai des patientes qui m'expliquent que le soir, quand elles ont des pensées comme ça dans leur lit, qu'elles ne se sentent pas bien, elles auront tendance à se lever et aller manger un petit gâteau ou une glace ou du chocolat pour faciliter l'endormissement. Donc, ce que l'on voit, c'est que le mal-être va avoir une incidence sur notre alimentation qui va être détournée de sa fonction première, qui est normalement de manger. Et une fois que l'alimentation est détournée de sa fonction première, elle va là aussi générer du mal-être. C'est ce qu'on retrouve dans l'anorexie, dans la boulimie et l'orthorexie. Alors, l'anorexie, hein, très rapidement, c'est une restriction volontaire de nourriture avec une obsession de la maigreur. Ce sont des personnes qui vont ressentir une force psychique en contrôlant leur nourriture. La boulimie, c'est le contraire, c'est une perte de contrôle. Ça va être des fringales irrésistibles. Les personnes vont manger des quantités très importantes de nourriture de façon très très rapide, et là au contraire on va retrouver des sentiments de honte, de culpabilité, justement parce qu'elles perdent le contrôle. En fait, leur alimentation à ce moment-là va venir rajouter du mal-être à leur mal-être. Quand dans l'anorexie, le contrôle leur permet de faire disparaître une tension intérieure, dans l'anorexie, au contraire, on voit qu'il y a un rajout à ce mal-être. Avec vomissement derrière, non? Alors, il y a des boulimiques vomitives et non vomitives. Ça va dépendre, effectivement. Pour les boulimiques non vomitives, elles auront tendance à faire suivre leur accès par des périodes très longues de jeûne ou une augmentation de l'activité physique. Alors, on retrouve également cela dans l'orthorexie. Alors, c'est le sujet, puisqu'on a parlé de bio, on a parlé de bien manger. C'est pas forcément très connu, mais on a un versant un petit peu pathologique du bien manger qui est l'orthorexie. Alors, le terme d'orthorexie vient du grec ortho, qui veut dire droit, qui veut dire correct, et orexie, qui veut dire appétit. Donc, c'est un terme qui a été inventé par Steven Bratman en 1997, donc c'est très récent. En fait, ce sont des personnes qui vont être obsédées par l'alimentation saine. Quand dans l'anorexie et la boulimie, on voit que le problème il est en lien avec la quantité d'aliments ingérés, là, le problème il est en lien avec la qualité des aliments ingérés. Donc, ce sont des personnes qui auront tendance à manger pour se soigner. D'ailleurs, on a la fusion de deux termes importants qui sont l'alimentation et les médicaments. Et donc, on voit l'émergence d'une nouvelle forme d'alimentation qui est l'alicament. Pour eux, la nourriture doit être pure, elle doit être saine, parce que sinon, elles vont avoir le sentiment d'avoir sali, entre guillemets, la pureté de leur corps. Elles vont absolument rejeter tous les aliments considérés comme néfastes, donc toute la malbouffe, les aliments gras qui sont diabolisés, le sucre, tous les aliments dans lesquels on retrouvera des additifs, des conservateurs, du colorant, mais également le gluten. Et elles vont également évincer de leur alimentation les laitages. Donc on va voir que ce sont des personnes qui risquent d'avoir des carences sur le plan physique. Alors, The European, et je finirai avec ça, psychiatrie, face à tout cela, a développé un nouveau concept qui est très important, qui est que, en fait, mon ressenti émotionnel va moduler mon alimentation. Au lieu que ce soit ma satiété ou ma faim qui va déterminer mon alimentation, en réalité, ça va être mes émotions. Donc, notre affectivité, elle définirait la façon dont on mange. Donc, le concept qui a été inventé, c'est celui de l'émotionnelle alimentation. Donc, le bonheur n'est pas que dans l'assiette. Le bonheur n'est pas que dans l'assiette. L'assiette, c'est aussi le reflet de mon état psychique. Finalement, que la nourriture, elle soit source de bonheur ou de malheur pour nous, de bien-être ou de mal-être, finalement, ça restera toujours notre meilleur ennemi. L'alimentation est aussi dans l'esprit. L'émission se termine. Vous avez 30 secondes. Docteur, le plaisir de vous avoir eu pour dire quelques mots de conseils. Voilà, 30 petites secondes peut-être pour clôturer. Moi, j'ai envie de dire,
Avant le ramadan, il faut toujours, les personnes âgées doivent consulter leur médecin traitant ou leur médecin spécialiste. C'est très important. Il n'y a que ces deux-là qui peuvent faire le point par rapport à cette histoire de jeûne. L'histoire du médecin musulman ou pas musulman ne veut pas dire grand-chose. Et puis voilà, un bon entourage familial pendant le ramadan, c'est très important. Merci à tous les trois. Merci, docteur Elbanani Ouda. Je rappelle, on peut vous retrouver. Vous êtes docteur en biologie, nutritionniste, diététicienne à Cachan. Ouiem Maghrebi, merci. Vous êtes psychologue. En tout cas, vous donnez envie qu'on aille à votre rencontre. Et puis le docteur Hakim Hamouchi, merci d'avoir été avec nous pour nous avoir apporté ces éclaircissements sur ce point très très important. Je vous souhaite une très très belle soirée sur Air Télévision. On se retrouve très prochainement pour un nouveau Zoom spécial Ramadan 2018. Une pensée aux personnes malades, aux personnes qui sont seules. Bon appétit à toutes et à tous et à très vite.